Les podcasts du Figaro. Une semaine après la disparition de Delphine Jubillard, la France découvre le visage de son mari, Cédric. Il participe à la première battue à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Masqué, l'air détaché, téléphone à la main et les sourcils froncés. Près de 1000 personnes se sont déplacées pour une battue citoyenne. Parmi eux, le mari de Delphine Jubillard. Tout le monde le regardait à lui. On a envie d'un côté de dire aux gens arrêtez de le regarder comme ça, il vous a rien fait à vous, à Delph il a rien fait, vous le connaissez pas, vous connaissiez pas Delph, vous pouvez pas juger. Dans les rangs des volontaires, on chuchote déjà l'impensable. Et si c'était lui, le coupable ? Enquête ouverte pour enlèvement et séquestration. Delphine Jubillard. Delphine Jubillard. La gendarmerie du Tarn a lancé hier soir un appel à la mobilisation. Delphine Jubillard. Toujours aucune trace de l'infirmière de 33 ans. Demain, donc, une battue est organisée. Il y a des gens qui arrivent de partout, de Paris, de partout, et ils viennent. Delphine Jubillard. Une disparition qui ne saurait être considérée comme volontaire. Delphine Jubillard. Qu'est-ce qui a pu t'arriver cette nuit-là ? Cédric Jubillard va être jugé. Non, elle m'a dit, donc j'ai pété les plombs, je m'en suis débarrassé. Cherchez dans Cagnac, je sais pas ce que vous allez chercher. On a été 5000. Monsieur Jubillard, avec son avocat, conteste. C'est une enquête qui a été menée avec le préalable que Cédric Jubillard était certainement le coupable. L'enquête dans la disparition de Delphine Jubillard se poursuit. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubillard disparaît. 4 ans plus tard, toute la France connaît son visage, mais son corps, lui, reste introuvable. Pas de corps, pas de témoins, pas de scène de crime. Épisode 2. L'élève modèle et le petit délinquant. Ça fait déjà une semaine que Delphine Jubillard a disparu. Départ volontaire, accident, meurtre, aucune piste n'est écartée. Mais impossible de ne pas penser à l'affaire Daval. La disparition d'une femme, Alexia Daval, un mari abattu et effondré, Jonathan Daval, et un corps retrouvé calciné. Quelques mois plus tard, le mari est placé en garde à vue, mais nie avoir tué sa femme. Puis presque un an après, il avoue son crime. Le 16 décembre 2020, quand Delphine Jubillard disparaît à son tour, Jonathan Daval vient d'être condamné à 25 ans de prison. Alors sur les réseaux sociaux, les groupes et publications se déchaînent à propos de l'affaire Jubillard. Pour eux, il n'y a pas de doute. C'est le mari, Cédric, qui l'a tué. C'est le mari, encore un comédien qui finira par se trahir. Cette femme est morte, faut être réaliste. Ça sent l'adultère qui a mal fini tout ça. Le mari, c'est toujours le mari. Comme d'hab, au bout de quelques jours, le mari va avouer qu'il l'a tué et a dissimulé son corps. Une femme répond à ces commentaires. Nadine, la mère de Cédric. Je publie pas souvent sur les réseaux, mais là j'en ai trop sur le cœur. Je suis triste de voir à quel point les gens peuvent parler sans savoir réellement les choses, juste en se basant sur des ouï-dire et des publications journalistiques. Aidez-nous à retrouver ma belle-fille, prenez votre voiture, baladez-vous dans les environs de Cagnac, Albi, Carmaux. Cela nous sera plus utile que vos bavardages inutiles et non constructifs. Nadine tombe enceinte de Cédric à 16 ans. Il n'est pas reconnu par son père et prend le nom de jeune fille de sa mère, Jubillard. Elle enchaîne les petits boulots, travaille comme boulangère, puis dans une entreprise de conserverie. En 1990, Cédric a 2 ans, Nadine 18. Elle est mise dehors par sa propre mère. Elle se retrouve à la rue, seule avec son fils. Je donne naissance à Cédric le 14 septembre 87. J'ai 16 ans et demi. Je vais vivre chez ma maman avec Cédric jusqu'à ce que j'ai 18 ans. La cohabitation était difficile parce que ma mère avait rencontré quelqu'un. Et donc je me suis retrouvée à la rue avec mon fils de 2 ans sur les bras. Donc je suis allée demander de l'aide et il a été mis en famille d'accueil. Cédric est placé en famille d'accueil, chez Frédéric et Louis. Le couple habite à Béziers, dans l'Hérault. Louis est un ancien marin
Il aime bien bricoler avec Cédric. Pendant les vacances, il lui fait aussi découvrir la montagne dans leur chalet des Pyrénées. Cédric reste 3 ans avec Frédéric et Louis, puis il est transféré dans une autre famille d'accueil. Je vais le voir tous les week-ends, je vais le voir aussi souvent que je peux. Et je récupère Cédric, je devais avoir l'âge à peu près de 24 ou 25 ans, avec mon futur mari. On avait décidé là, de tout mettre en œuvre pour récupérer Cédric, ce qui s'est fait. Aux alentours de 12 ans, donc le comportement de Cédric a un petit peu changé. Il est devenu un peu plus turbulent, un petit peu rebelle. Il rejetait toute autorité, aussi bien de ses professeurs que de nous-mêmes. Donc nous n'arrivions pas à le gérer. Il a été décidé donc de mettre en place un placement dans un foyer pour essayer un petit peu de le recadrer jusqu'à sa majorité. Nous avions quitté le Tarn pour arriver dans l'Hérault afin de rencontrer Frédéric, la maman de substitution de Cédric Jubillard. Esther Paolini, journaliste au Figaro. Une source nous avait donné le numéro de fixe de Frédéric. Son mari était depuis décédé. Nous l'avions contacté plusieurs jours avant de partir en reportage. Et la conversation avait duré de longues minutes, quasiment 1 heure, pour la rassurer, lui expliquer notre démarche. Et donc finalement, au bout d'à peu près 45 minutes, elle nous avait dit d'accord pour venir quelques jours plus tard. Nous avions donc prolongé notre reportage et pris la route pour l'Hérault afin de la rencontrer à Béziers. Cette retraitée habite dans une zone pavillonnaire de Béziers, très calme, un peu plus cossue qu'Agnac-les-Mines. Quand on se présente aux portes de cette maison, une vieille dame nous ouvre la porte, elle a un fort accent occitan, elle a cette petite coupe avec un brushing assez soigné. Donc elle nous accueille dans sa cuisine avec les volets légèrement baissés pour protéger du soleil. Face à nous, il y a le frigo avec un post-it sur lequel est marqué « Interview Le Figaro ». Nous restons donc une bonne partie de l'après-midi avec cette femme retraitée assez bavarde qui revient longuement sur la période lors de laquelle elle a accueilli Cédric chez elle. Et en fait, on se rend compte que les années qu'il a passées ici ont été des années pleines d'insouciance, avec beaucoup de moments de joie. Il était bien entouré, il était choyé. Elle nous emmène ensuite à l'étage de sa maison où elle nous montre la chambre de Cédric quand il était petit. Et on est assez saisis parce qu'en fait, on se retrouve dans une pièce figée dans le temps. Rien n'a bougé depuis son départ. Il y a le papier peint avec des feuilles d'automne dessus. Il y a des peluches partout. On voit Babar, Mickey autour du lit. C'est une déco un peu des années 80. Voilà, rien n'a bougé. On est transporté dans le temps, dans une autre époque. Et on comprend que quand il a été arraché de cette famille, c'est finalement là que sa vie va basculer. Delphine, elle, grandit à Gaillac, à quelques kilomètres de Cagnac-les-Mines. Elle passe son enfance à courir dans les champs de maïs l'été et à déguster chapons et bûches à Noël. Mais son père sombre dans l'alcoolisme et la dépression, et ses parents divorcent. En 2000, elle fête ses 13 ans. Lors d'une sortie scolaire dans un parc d'attractions, elle apprend la mort de son père des suites d'un cancer. Sa mère doit désormais s'occuper seule des 4 enfants. Faute d'argent, il déménage. Delphine passe des ruelles tranquilles du centre-ville à un appartement HLM. Ses frères Sébastien et Mathieu dorment dans le salon sur un lit superposé. Quant à Delphine, elle dort avec sa grande sœur et placarde sur les murs de sa chambre des posters de Britney Spears. L'école devient sa priorité, au collège Albert Camus de Gaillac, puis au lycée privé Sainte-Cécile à Albi. C'est une des élèves les plus assidues. À l'adolescence, Cédric retourne vivre avec sa mère et son nouveau beau-père, Olivier, un chauffeur-livreur violent avec lui. Sa scolarité est difficile. Il est exclu du collège pour des problèmes de comportement, redouble sa 4e et se met à fumer du cannabis. Il le dit lui-même, c'est un petit délinquant ingérable. À 19 ans, il décroche malgré tout un CAP de peintre en bâtiment.
Delphine, elle, réussit son concours d'infirmière et rencontre Cédric. Le dernier de la classe épouse l'élève modèle. Mais les rêves de Delphine se cognent progressivement à un quotidien morne. Elle reproche à Cédric une vie de bidochon, à laquelle s'ajouteront de la violence, des mensonges et une tromperie. C'était l'affaire Jubillard, l'élève modèle et le petit délinquant. Un récit adapté d'une enquête de Margot Dademar et Esther Paolini. Dans cette série de podcasts, Le Figaro vous plonge dans les mystères d'une des affaires les plus énigmatiques de ces dernières années. Prochain épisode, la face cachée du couple Jubillard. Réalisation, Astrid Landon. Narration, Margot Dademar. Production, Salomé Boulet et Lila Fadel. Prise de son, Louis Chabin. Coordination, Aude Cérès. Vous pouvez retrouver les récits du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt.